Le marché a pris 2 à 3 ans de maturité en 2020. Donc, ce qui va rester, c'est ça. C'est-à-dire que le marché de la food delivery en France, il n'est pas encore arrivé à sa pleine maturité. On a encore les millennials qui sont chez leurs parents et ils sont nombreux, même ceux qui étaient peut-être dans leur studio, à être retournés chez leurs parents dans cette période-là. Ces consommateurs-là, c'est une habitude pour eux. C'est normal, c'est logique de commander en fait. Donc ce qui va rester, c'est ça, c'est ces usages qui ont changé cette année, des nouveaux clients qui se sont mis à la livraison, des clients peut-être plus âgés, des clients plus de familles aussi, qui s'y sont mis. Et je pense que quand on y goûte, c'est difficile de revenir en arrière. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Panier avec Mélène Rabaud, qui est la DG, la Country Manager de Just Eat, que vous connaissez tous. Alors un tout petit peu de contexte, il se trouve que Mélène et moi on se connaît depuis un bout de temps. Salut Mélène, tu vas bien ? Salut Laurent. On était à l'école ensemble. Elle a pris récemment ce poste, mais ça fait déjà plusieurs années, 5 ans, c'est ça ? Oui, tout à fait, 5 ans. Que tu es chez Just Eat, dans les ops. C'est ça, j'étais plutôt dans les ops, j'ai toujours géré plutôt des opérations de service client et de livraison avant de prendre ce poste de DG en octobre. Et plus largement d'expérience client chez Virgin, chez Smartbox, c'est ça, avant d'arriver chez Just Eat il y a 5 ans. Tu gérais aussi les apps. Ouais, tout à fait. J'ai brièvement géré la partie produit pour Just Eat France. On avait une équipe de développeurs en Ukraine et voilà. Désormais, c'est géré par une équipe produit qui est gérée au central à Amsterdam. Formidable. Le marché de la food delivery, puis le marché aussi du gig. De la gig économie. La gig économie dont on parlera un peu plus tard, c'est le gig de l'anglais GIG, petit job, la job economy, sont des sujets brûlants d'actualité. On y viendra. Il y a une news d'ailleurs qui est parue récemment. Hein. Vous allez passer tous les livreurs, soit 1200 personnes en salariés. Alors en fait, on va recruter 4500 livreurs d'ici la fin de l'année et on en a déjà recruté 1200 à Paris, Lyon, Bordeaux et Toulouse, dont les opérations de livraison démarrent aujourd'hui. C'est ça. Donc c'est un sujet brûlant. Un autre sujet qui est hyper intéressant, c'est comment le Covid dont on sort à peine, mais c'est pas vrai, c'est du wishful thinking. Le Covid dont on n'est pas encore sorti a accéléré, a fait gagner de la maturité aux restaurateurs, aux clients, aux acteurs du marché et surtout aux usages. Donc une grosse accélération l'année dernière. Tu vas pouvoir nous en parler. Et dernier sujet qu'on abordera dans cet épisode, c'est ton rôle de DG, de country manager sur le recrutement. Vous avez recruté 120 personnes, c'est ça, en 2020 on a recruté plus d'une centaine de personnes en 2020, effectivement, ce qui est un léger challenge. Alors que les bureaux sont fermés. Quand les bureaux sont fermés, quand tout le monde est à distance. On va parler onboarding, on va parler well-being, on va parler motivation, les rituels de rencontre, lien avec le management dans une société qui change, parce qu'à 80 et il y a 200, c'est pas la même chose. Vous serez bientôt 250, je crois. Tout à fait. Tu me disais. Bref, un entretien qui s'annonce passionnant. Bienvenue Mélène. Merci. C'est quoi Just Eat ? Alors Just Eat, c'est une entreprise qui fait de la livraison de repas. Just Eat à la base c'est Allo Resto. Je pense que la plupart des Français connaissent parfois mieux Allo Resto que Just Eat. C'est un peu les inconvénients parfois de changer de nom. Allo Resto, ça a été créé il y a 22 ans par Sébastien Forest, jeune entrepreneur à l'époque pendant la Coupe du Monde 98 qui est arrivé au constat chez lui à Tours qu'il n'arrivait pas à trouver une pizza pour se faire livrer et qu'il était obligé de tourner toutes les pages de son annuaire, des pages jaunes à l'époque. Donc,
Vas-y, pardon. Et donc du coup, il a créé la première version bêta du site Allo Resto, et depuis c'est devenu quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus énorme. On va dire que c'était même le précurseur, puisqu'en fait 98, ça date même d'avant la création de Just Eat au Danemark, qui était le deuxième acteur à se monter sur ce marché-là. Et puis en 2012, Just Eat a racheté Allo Resto. Et puis l'année dernière, Just Eat a fusionné avec Takeaway.com pour former le leader mondial de la restauration hors Chine, présent du coup dans 23 pays, et pour devenir cet acteur, ce mastodonte de la livraison. Quand Allo Resto se crée en 98, il n'y a pas d'autres acteurs sur le marché? Non, il y a personne. Il est le premier à mettre ça en place en France. Ouais. Ok. À l'époque, c'est quoi? Les restos ont leurs propres livreurs quand ils en ont? Ou alors il y a des organismes ou organisations locales? Non, il n'y a pas vraiment d'organisation locale. À l'époque, c'est un peu chacun pour soi. Chaque resto a ses propres livreurs. On est encore aux prémices de la livraison. On est aux prémices de l'arrivée aussi des sushis en France, puisque par exemple, Planète Sushi s'est monté à peu près à la même époque. Est-ce qu'on peut dire que la Coupe du Monde 98 a été un accélérateur de business? Ouais, les événements sportifs sont toujours des accélérateurs pour le coup, pour les marchés. Un marché qui a donc beaucoup évolué entre 98 et aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une évidence, la livraison. Quels ont été les grands accélérateurs, disons, du marché, de l'usage? Alors, la Coupe du Monde en a été un, effectivement, pour la création de ce marché en France. Pour moi, le deuxième gros accélérateur, ça a été l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché il y a à peu près 5 ans. Effectivement, des Take It Easy, des Foodora, puis des Deliveroo, Uber Eats, qui sont arrivés et qui ont fait grossir ce marché, puisque jusqu'alors, c'était un marché qu'on appelle chez nous la marketplace, qui est un marché plus traditionnel de mise en relation entre les clients et les restaurateurs qui eux-mêmes opérer la livraison. Et depuis 5 ans, désormais, on a ces plateformes de livraison, dont on fait également partie maintenant, qui proposent aux restaurateurs qui n'ont pas leur livreur un service de livraison, et qui permet de multiplier considérablement l'offre de livraison pour les Français. Pour les Français et les restaurateurs, du coup. Exactement, qui leur donnent accès à... Ok, entendu. Donc, il y a Just Eat d'un côté, il y a la filiale de livraison de l'autre, c'est ça? En termes d'ops, ça doit être... Alors aujourd'hui, effectivement, chez Just Eat en France, on a une entité qui gère la partie plateforme, où on a, comme tu le soulignais, 200 collaborateurs, et on vient de créer une entité de livraison, qui est l'entité qui salarie nos livreurs, puisque effectivement, on vient d'annoncer le lancement de ce service de livraison opéré par des livreurs salariés, qui est une alternative plus responsable et plus éthique à la livraison en France, mais qui est un modèle qui existe aussi par ailleurs au sein du groupe Just Eat Takeaway. En fait, ça fait 5 ans que Takeaway.com salarie ses livreurs. En fait, il y a déjà 22 000 livreurs à travers l'Europe qui sont salariés, donc c'est pas du tout quelque chose de nouveau pour nous. C'est juste un side effect hyper positif de la fusion qui a eu lieu l'année dernière, qui nous permet du coup de lancer ce service salarié. On a commencé par Paris, on a poursuivi à Lyon au mois de février. Là, on est en train de gérer nos opérations à Bordeaux et on démarre à Toulouse aujourd'hui. Ouais. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on avait 2 envies en fait. La première envie, c'est de sécuriser les livreurs. On le sait, c'est un sujet en France, mais il n'y a pas qu'en France. C'est un sujet, tu parlais de la gig economy, qui émerge depuis plusieurs années. Et nous, on avait une volonté forte de sécuriser et de professionnaliser ce métier. Les livreurs qui sont tous les jours sur les routes pour nous et qui viennent livrer un client, ça nous paraissait logique de les sécuriser. Sécuriser avec des assurances santé, mais sécuriser aussi avec tous les avantages du salariat en France. Ce qu'on voulait, c'était qu'ils aient un salaire horaire, et peu importe le nombre de commandes qu'on venait leur apporter, pour éviter la dépendance qu'il peut y avoir entre des livreurs et d'autres plateformes aujourd'hui. J'ai ce côté un peu bipolaire, social libéral. Mon côté libéral qui me dit non mais c'est génial, c'est une accélération pour plein de gens qui peuvent accéder à des petits jobs, des longs jobs, enfin et presque faire du yield management de leur temps. Et mon côté social où je vois en plus, il y a des abus et des dérives sur ce métier-là, enfin sur cette économie la gig economy. Mais donc mon côté social qui comprend tout à fait ce que tu dis. Il y a aussi un enjeu, disons, institutionnel. Tu discutes avec l'État quand tu fais ce genre de move? Alors, on discute avec l'État aujourd'hui, mais on l'a pas fait quand on a fait le move. Encore une fois, il y a un peu un hasard de calendrier, en fait. On en parle beaucoup en ce moment, parce qu'on voit effectivement beaucoup de choses qui bougent en Europe. Mais pour autant, c'est un projet qu'on avait dans les cartons depuis déjà l'année dernière, depuis la fusion.
et qui est pas nouveau au sein du groupe. Donc c'est pas un move qui est en réponse à ce qui se passe, c'est un move évident pour nous de la direction dans laquelle on veut aller. Et il se trouve que la manière dont le paysage bouge aujourd'hui nous donne plutôt raison. Après, pour revenir sur... c'est marrant d'associer toujours le salariat à un manque de flexibilité, en fait. On diabolise un peu le salariat en France comme étant quelque chose de pas flexible, mais en fait, c'est faux. Nous, aujourd'hui, on salarie tous nos livreurs, donc on a déjà recruté 1200. 1200, c'est pas rien. C'est énorme. C'est énorme, en l'espace de quelques mois en plus, donc déjà, c'est possible. Et surtout, en fait, on a quand même des dispositions légales en France qui font que on peut proposer des contrats à temps partiel et des contrats à temps plein tout en restant en CDI. C'est-à-dire qu'on a des collaborateurs qui travaillent avec nous 10 heures par semaine jusqu'à 35 heures par semaine. Et on a du 10 heures, du 15 heures, du 20 heures, du 24 heures et du 35 heures. Et on sait jouer avec cette multiplicité de contrats pour répondre, et tu soulignais, aux besoins de flexibilité des travailleurs, parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, on a beaucoup de nos livreurs qui sont aussi des étudiants ou qui sont des gens qui sont en recherche d'un complément de revenus. Et on a à l'inverse aussi des gens qui cherchent un temps plein, un 35 heures, qui veulent avoir toujours les mêmes horaires toutes les semaines, etc. Donc en fait, on sait répondre à ces besoins-là avec le salariat en France. Et nous, ça nous arrange aussi parce qu'il faut aussi qu'on réponde à la demande de nos clients, qui est pas une demande linéaire au cours de la journée. On n'a pas autant de commandes de petit-déj qu'on a de commandes de dîner. Donc on arrive à faire matcher les deux, en fait, les besoins de flexibilité de nos livreurs et les besoins de nos clients. Ils étaient demandeurs ? Les livreurs ? Ouais. Oui, ils sont demandeurs. Nous, en tout cas, on a des centaines et des centaines de candidatures tous les jours qui nous parviennent. C'est un vrai besoin. Après, je n'irais pas dire que tous les livreurs de la gig economy sont demandeurs non plus. Je pense que ça correspond à certains, ça ne correspond pas à d'autres. Vous êtes un gros acteur de cette gig economy, du coup, je cite dans la food, mais il y a aussi les VTC. Enfin, c'est un truc qui a explosé depuis. Ouais. Alors nous, du coup, on n'est pas dans la gig economy. Vous n'y êtes plus. On n'y est plus. On n'y a jamais vraiment été, puisqu'en fait, on n'a jamais opéré en direct avec des auto-entrepreneurs en France. Donc en France, Just Eat a toujours été un partenaire une plateforme qui s'est toujours positionnée un peu à contre-courant de ce qui se passait. Donc on n'est jamais rentré dans cette gig economy. On a travaillé jusqu'alors et on continue à travailler avec un partenaire qui s'appelle Stuart, qui est une filiale de La Poste, qui elle-même est une plateforme qui travaille avec des auto-entrepreneurs. Mais nous-mêmes, on n'est jamais venu directement contractualiser avec ces auto-entrepreneurs. Et aujourd'hui, on a effectivement cette volonté d'aller salarier les livreurs et de proposer cette alternative plus responsable. Donc, si je comprends bien, il y a deux moves. Il y a d'internaliser d'une certaine manière la livraison et en plus un move qui va à contre-courant, pas à contre-courant, qui est dans l'air du temps, mais que vous prépariez depuis un bout de temps, j'ai compris, d'être sur un contrat plutôt que travailler avec des auto-entrepreneurs. Tout à fait, ouais, de les salarier en fait, de leur offrir les avantages du salariat en France et d'une rémunération horaire en fait, et fixe, c'est-à-dire que peu importe le nombre de commandes qui vont leur arriver, à partir du moment où ils ont prévu 1 heure de shift avec nous, qu'ils aient 0 commande ou qu'ils en aient 10, ils vont être payés 10,30 € de l'heure, avec après une petite incentive à la commande pour... Donc il y a un variable quand même, oui, c'est normal. Un petit variable, mais globalement 10,30 €, c'est le minimum perçu par heure pour des livreurs. Ok, c'est hyper intéressant, c'est un enjeu pour la boîte. C'est un enjeu énorme. Ça te rajoute énormément de coûts, de process, j'imagine, de gestion. Alors oui, après, on a la chance d'avoir ce modèle qui est déjà éprouvé depuis 5 ans, qui est aujourd'hui déployé dans 12 pays, 140 villes. Je te disais, on emploie déjà 22 000 livreurs, donc c'est pas un modèle qui vient d'arriver en France et qui sort comme ça de sa boîte. Il a déjà été éprouvé, donc on a des process qui sont là pour pouvoir gérer aussi les recrutements, parce que recevoir des centaines de candidatures tous les jours et pouvoir gérer les recrutements de livreurs, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en 10 minutes. Donc on a déjà des process en place, on a des algorithmes en place, on a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien, c'est déjà bien éprouvé. Donc toute la partie process finalement, on déroule quelque chose qui fonctionne ailleurs. On a créé effectivement cette entité de livraison qui pilote à 100% cette stratégie-là, le recrutement, la gestion des opérations. Et en termes de coûts, bien évidemment, c'est un petit peu différent d'une structure de coûts qu'on avait jusqu'alors quand on a un partenariat avec un acteur qui gère la livraison pour nous. Mais on est persuadé, et on le voit dans les autres pays, que amener ce modèle à un niveau d'échelle suffisant nous permet à un moment donné de pas perdre d'argent là-dessus.
Je comprends, je te suis. Je suis en train de me dire aussi que même si c'est certainement pas la volonté, enfin j'en sais rien, la volonté première, mais il y a un effet marketing aussi pour le consommateur final à une époque où on est de plus en plus conscient, disons, des conditions sociales des gens qui nous entourent et des gens qui nous, j'allais dire servent. J'aime pas le terme, mais tu vois ce que je veux dire. Bah, tout à fait. Et tu vois, quand je te disais, en fait, on cherche à répondre à deux choses. La première volonté, c'était de sécuriser nos livreurs. Donc ça, c'est fait. Et la deuxième volonté, c'est de maîtriser la chaîne de bout en bout. Maîtriser la chaîne de qualité de bout en bout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on gère la partie site, app, on a nos restaurateurs, mais on gérait pas pleinement la qualité de la livraison. Donc aujourd'hui, on peut enfin dire qu'on maîtrise toute la chaîne et on voit, il y a des effets bénéfiques et sur les restaurants, puisque un livreur qui arrive dans un restaurant qui est un livreur salarié est formé et équipé, va prendre le temps de pouvoir attendre les 5 minutes qu'il faut pour que le restaurateur finalise sa préparation sans agressivité parce qu'il n'est pas en train de courir après la course qui arrive juste après. Il va pouvoir prendre le temps de mettre ta pizza dans le bon sens, dans son sac de livraison, de séparer le chaud du froid pour éviter que ta glace arrive fondue, de ne pas prendre le dodane à fond pour éviter que ta boisson se renverse sur le reste. Et il va prendre le temps d'attendre que tu descendes ou d'attendre que tu lui donnes le code ou d'attendre que tu aies fini de gérer le changement de couche de ton fils pour venir récupérer ta commande. Donc pour nous, ça se voit sur toute la chaîne. Et tu as raison de le souligner, les clients sont de plus en plus sensibles à cet aspect éthique et responsable. Moi, j'ai vu ces derniers mois pas mal de restaurateurs mettre des écriteaux sur leurs restaurants. Enfin, je sais pas si tu les as vus aussi dans la rue, qui disaient qu'ils voulaient pas bosser avec les plateformes parce qu'ils voulaient pas soutenir le modèle d'exploitation tel qu'il est vu. Et nous, aujourd'hui, ces restaurateurs-là, ils sont ravis de pouvoir se tourner vers nous parce que ils ont la garantie qu'on salarie nos livreurs et que nos livreurs ont tous ces avantages-là. C'est intéressant ce que tu as dit et j'ai envie de rebondir sur un truc puisque tu as fait en plus de l'expérience client, ça fait 15 ans que tu es autour de l'expérience client. Et justement, je me faisais la réflexion récemment, alors pas avec vous, une autre plateforme où j'ai commandé des pizzas, elles sont arrivées dans un sac à dos. Donc tu vois, vertical. Et j'ai expliqué au livreur que juste c'est pas possible, c'est pas normal. Le contrôle qualité depuis la sortie d'un four pour une pizza, on pourrait parler d'un Pokéball ou n'importe quoi d'autre, mais jusqu'à mon assiette, c'est un réel enjeu, surtout quand tu as 3 ou 4 acteurs différents sur le... C'est hyper compliqué, effectivement. Déjà, on produit pas, nous, la préparation de la commande, c'est le restaurateur. Donc, j'ai envie de dire, c'est le restaurateur qui est responsable aussi de la production de sa food. En revanche, nous, on peut contrôler la qualité de ce qui se passe sur la livraison. Et c'est là où, en fait, l'avantage d'être dans le salariat, c'est que le salariat en France, c'est des droits, mais c'est aussi des devoirs. Et du coup, il y a un engagement aussi du collaborateur à respecter un certain nombre de règles. Chaque collaborateur qui démarre avec nous pour livrer sur le terrain est accompagné dans ses premiers shifts par un livreur captain qui va lui montrer comment est-ce qu'on arrive dans un restaurant, comment est-ce qu'on retire son casque de protection, comment est-ce qu'on est souriant, comment est-ce qu'on dit bonjour, comment est-ce qu'on manipule les sacs donnés par les restaurateurs, comment est-ce qu'on manipule cette nourriture aussi à l'arrivée chez les clients. Et du coup, on met en place quand même des contrôles qualité. On a de temps en temps des drivers captain qui peuvent aller se poster dans certains restos ou sur le terrain pour voir comment opèrent nos livreurs. Maintenant, on peut pas garantir, c'est de l'humain. On peut jamais garantir à 100% tout ce qui se passe. Ok, entendu. J'imagine que cette brique formation onboarding de 1200 personnes. Et bientôt, c'est quoi l'objectif, tu m'as dit 4500 4500, ouais, recrutement. Ça doit être un réel enjeu, business, je veux dire, en interne, procédure. Tu disais que le marché a beaucoup évolué, ce qui à la fois participe à sa prise de maturité. Je pense à la concurrence qui arrive. Quels sont les effets et surtout, est-ce que on s'adresse aux mêmes personnes, on s'adresse à des personnes différentes? Alors, je pense en fait, la question, qui est sous-jacente ou en tout cas là où j'aimerais t'amener, c'est sur le positionnement de Just Eat. Ouais. Alors, effectivement, le marché a beaucoup changé. On disait, on avait avant un marché de marketplace et puis on a ces nouveaux acteurs qui sont arrivés, qui ont permis d'augmenter l'offre de restauration et puis d'apporter ces nouveaux services. Donc, la clientèle, elle a énormément évolué dans le temps.
Et on est passé de on se fait livrer uniquement une pizza, on se fait livrer toute une variété de spécialités. Aujourd'hui, Just Eat propose 60 spécialités. On travaille avec 15 000 restaurateurs partenaires et on travaille dans 2500 communes en France. Donc, on s'adresse à tout type de clients. On a des familles, on a des jeunes, on a des célibataires, on a des personnes plus âgées aussi qui se sont mis à la livraison cette année, l'année dernière. Globalement, le marché évolue et effectivement, Just Eat, nous, on s'est toujours positionné non pas comme une plateforme élitiste qui cherche à référencer que le top resto ou la pépite de quartier. Nous, on veut répondre à toutes les demandes des Français parce qu'en fait, tout le monde peut avoir envie de se faire livrer aussi bien quelque chose de sain à un moment donné que quelque chose d'un peu plus comfort food. Et je pense qu'il n'y a pas de honte à ça. C'est un peu diabolisé parfois par certains restaurateurs un peu élitistes qui veulent pas être associés à une plateforme un peu mainstream. Mais je pense que nous, on assume ce côté mainstream on parle à tous les Français et on veut proposer vraiment tout type de food parce que voilà, on est tous humains et on a tous des besoins qui sont différents en fonction des moments de la journée, de ces moments de vie et on cherche à répondre à ça. Donc on essaye de proposer tout type de restauration. Et ensuite, on essaye de s'adresser aussi de se positionner en tout cas sur un segment de prix qui est plutôt assez bas, dans le sens où on n'a pas, par exemple, de frais d'administration pour les clients. Il n'y a pas de frais cachés, de frais de frais paiement. d'administration. Il y a souvent des petits frais qui sont un peu gestion cachés. de la commande ou voilà, des petits frais de gestion. Okay. Nous, c'est quelque chose qu'on a supprimé, qui existait avant, qui a été complètement supprimé chez nous depuis le mois de septembre, par exemple. Donc, il y a 0 frais cachés pour les clients. On a un positionnement prix assez bas aussi sur les frais de livraison. En 2020, c'est 80% de nos commandes qui ont été réalisées sans frais de livraison. On a une grosse partie de nos restaurateurs marketplace, donc les restaurateurs qui gèrent eux-mêmes la livraison, qui n'appliquent pas aussi de frais de livraison. Et sur les livraisons qu'on opère nous, donc toute cette offre de restauration pour lesquelles nous-mêmes on livre, pour notre service de livraison salarié, donc à Paris, Lyon, Bordeaux et Toulouse, on n'a pas de frais de livraison, c'est 0. Donc on est aussi dans la volonté de pouvoir un peu démocratiser cette livraison parce qu'on sait que ça a un coût aussi, quoi. Je pense que parfois si on s'écoutait on aurait tous envie de se faire livrer tous les jours, mais à un moment donné ça vient peser un peu aussi sur le budget. Alors juste un éclaircissement pour moi, mais peut-être pour certains auditeurs aussi. Tu parles souvent de marketplace versus livreur intégré. On est d'accord qu'il y a des villes où le restaurateur va s'adresser à une commande est passée pour un restaurant et un livreur qui n'est donc pas salarié Just Eat peut prendre tout à fait cette commande. Et sur d'autres villes que tu as citées, c'est bien livreur Just Eat, c'est ça? Exactement. On a d'ailleurs même, je te disais, 2500 communes. Aujourd'hui, on n'a pas déployé notre service de livraison dans 2500 communes. La France a la particularité d'être un pays extrêmement fragmenté en termes de population. Je sais plus quel est le chiffre du nombre de communes. J'ai en tête quelque chose comme genre 36 000 communes. Je crois que c'est ça. Ça représente plus de communes que l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, je crois. Donc en fait, on est sur un pays où il faut pouvoir s'adresser à tous les Français. Et donc, c'est aussi la force de Just Eat, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas que dans les grandes villes. Nous, d'ailleurs, c'est de là d'où vient notre business model initial. Quand on parle de marketplace, c'est ce marché pour lequel on opère, on met en relation des clients et des restaurateurs qui ont eux-mêmes leurs propres livreurs. Et, okay. Et généralement, c'est le cas dans les plus petites villes. Ok. Donc sur ce positionnement et cette concurrence, il faut aussi exister. Et on parlait en préparant cet entretien de sponsoring. J'imagine que quand tu es un groupe Just Eat, enfin maintenant Just Eat et Takeaway. JustEatTakeaway.com, ouais. C'est JustEatTakeaway.com. Ouais, c'est pas le nom le plus facile à retenir. Mais tu as de la force, du poids, disons, au niveau monde, au niveau même régional, européen. Et on parlait de sponsoring, justement, vous venez de signer, je crois, le plus gros partenariat de l'histoire de l'UEFA. De l'UEFA, c'est ça? Tout à fait, ouais. Il y a un sponsoring qui a été signé pour 4 ans. Donc effectivement, aujourd'hui, on fait partie des sponsors officiels de l'Euro. On continue à appeler ça l'Euro 2020, d'ailleurs. C'est marrant. Tout était déjà imprimé, je crois, donc on pouvait plus changer. Mais bon, voilà, on est sponsor de l'Euro 2020, qui aura lieu donc en 21. Et on va aussi sponsoriser 11 événements majeurs dans les 4 années à venir, dont la Champions League, effectivement. Ok, donc ce qui m'amène un peu sur les événements qui marquent le marché de la food delivery.
Et du coup, j'en viens évidemment au Covid l'année dernière. Un enjeu assez incroyable pour des sociétés comme Just Eat. Ouais, tout à fait. Alors pour le coup, on l'avait pas forcément vu venir, hein, mais ouais, ça a été une année, je dirais compliquée. Ça a pas été une année de croissance incroyable pour Just Eat en France. Je suis assez transparente avec ça. Nous, on a beaucoup souffert au début. Les restaurateurs ont énormément souffert en France. Ça a été hyper dur pour eux, et ça l'est toujours. Enfin, on le voit, ils sont toujours pas rouverts. C'est quand même dingue. On a été à leur côté tout au long de l'année 2020. Par 2 fois, on a déployé des plans d'aide. On a essayé de faire ce qu'on pouvait aussi. C'est quoi un plan d'aide ? Alors, les plans d'aide qu'on a mis en place, alors j'ai plus en tête exactement, mais on a débloqué à peu près 1 million d'euros à chaque fois. Ça a été des réductions sur les commissions qu'on appliquait, par exemple. Sur le deuxième confinement, ouais, c'est ça. On a appliqué une réduction sur les commissions. On a passé toutes les commissions sur les commandes à emporter à 0. Typiquement pour pouvoir aussi aider les restaurateurs à avoir quand même des clients qui venaient chercher et les mettre en relation avec davantage de clients. On a également pour les nouveaux commission à 0 pour les clients qui viennent chercher. Ouais. Ok. Ouais. On a également, c'est pas clair, tu veux que je... Si, mais ça m'amène à une autre question. Très bien. Et on a également proposé une offre, et qu'on propose toujours d'ailleurs, parce que la crise est toujours pas finie. Pour tous les nouveaux restaurateurs qui nous rejoignent, ils ont un premier mois de commission qui est offert. Donc ça leur permet de tester le service en fait gratuitement pendant un mois. Ok. La question follow-up, le follow-up, était justement sur la concurrence. Il y a une concurrence en termes de prix aussi pour un restaurateur, j'imagine. Quels sont vos leviers sur ce sujet ? Comment est-ce que tu convaincs un restaurateur de travailler avec Just Eat ? C'est pas facile. C'est pas facile parce que parfois d'autres acteurs ont géré des exclusivités. Ce qui paraît être une hérésie en fait dans un marché en 2021 parce que les restaurateurs ont besoin de tout le monde. En fait, ils ont besoin de toutes les plateformes, ils ont besoin de tous les clients. Donc nous, on les convainc comment ? On les convainc simplement en leur rappelant notre modèle et notre positionnement. Donc effectivement, cette envie de salarier les livreurs, cette envie d'être une plateforme plus responsable aussi, cette envie de proposer une offre variée à nos clients. En n'étant pas non plus sur un marché de niche. Donc, je dirais que c'est souvent aussi dans l'humain que les choses se font plutôt que dans l'argumentaire. Notre vraie force pour moi, c'est nos équipes. On a énormément d'équipes commerciales. On a des équipes commerciales sur le terrain en France. Alors c'est vrai que cette année, elles n'ont pas été beaucoup sur le terrain. Elles étaient sur le terrain en province, mais elles étaient chez elles. Et je pense que ça, c'est l'une des vraies forces de Just Eat aussi. Tu soulignais les recrutements qu'on a fait. On a fait grossir énormément nos équipes commerciales et nos équipes de compte managers. Et on va continuer à les faire grossir. On a des account managers qui vont arriver sur le terrain aussi prochainement et qui vont pouvoir aider les restaurateurs dans leur quotidien en étant à leur contact plutôt que d'avoir uniquement des contacts par téléphone ou par mail. Tu dis un truc qui est intéressant. Tu as dit plusieurs choses qui étaient intéressantes et sur lesquelles je vais rebondir. Mais cet enjeu terrain, justement, c'est marrant parce que j'ai bossé. Alors, ça fait des années-lumière, mais sur des sujets qui touchaient les restaurateurs, où je discutais avec des entrepreneurs. Je pense à Xavier Zetoun, par exemple, de anciennement Menu Maintenant Chef, mais c'est quand même une industrie, un métier, une verticale, disons un secteur où rentrer dans un restaurant pour aller discuter avec le patron pour essayer de lui vendre ton logiciel de caisse est un réel enjeu et un réel atout. Cette année de Covid où tu essaies, j'imagine, de signer des nouveaux restaurateurs ou en tout cas entretenir la relation avec des anciens alors que tu peux plus aller les voir, ça a dû être un réel enjeu. Ça a été compliqué, ça a été très compliqué pour nos commerciaux terrain parce que quand tu décides d'être commercial sur le terrain et pas commercial au téléphone, c'est parce que tu aimes le relationnel, t'aimes le contact. Ça a été très dur aussi parce qu'on a été, on est toujours au contact de restaurateurs qui souffrent beaucoup et personne n'a envie d'arriver et d'être un service dont le restaurateur dépend. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est hyper désagréable de se sentir responsable du business d'un restaurateur. Nous, on s'est toujours positionné comme un complément de revenus pour les restaurateurs, comme une extension de leur salle. Aujourd'hui, on se retrouve avec des restaurateurs qui sont tous, j'ai envie de dire, 100% des dark kitchen. Ça, c'est un truc dont tout le monde parle aujourd'hui. Tout le monde parle des dark kitchen. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Alors qu'est-ce que c'est une dark kitchen? Alors, une dark kitchen, pour expliquer, alors, c'est marrant, c'est qu'en France, ça s'appelle dark kitchen, mais au UK, par exemple, ça s'appelle cloud kitchen.
Donc en France, je sais pas pourquoi on a le terme dark. Et du coup, il y a un côté un peu Cloud, genre, c'est quand même beaucoup mieux pour ce que c'est. Cloud Kitchen, c'est vraiment, ça représente plus ce que c'est, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une cuisine virtuelle. Donc c'est un restaurant virtuel, c'est-à-dire que c'est un restaurant qui n'existe. La cuisine n'est pas virtuelle. Non, la cuisine n'est pas virtuelle. C'est la salle qui. C'est pas des Sims qui sont en train de cuisiner derrière. C'est la salle qui est virtuelle, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, c'est un restaurant qui n'a pas un pas de porte, et en gros, quand on se balade dans la rue, on va pas rentrer pour aller manger dans ce restaurant. C'est un restaurant qui va être plutôt dans une cuisine qui peut être dans un grand bâtiment, en tout cas, où il va y avoir des cuisines mutualisées, parfois pour plusieurs enseignes. Donc parfois, il y a des enseignes qui ont été créées directement, qui peuvent être, une super enseigne de Pokéball dont tout le marketing est géré à distance, mais l'enseigne n'existe pas dans la rue. Et après, on peut aussi avoir des enseignes traditionnelles, de restauration, de marques de restauration qui existent, qui profitent aussi de ce système de dark kitchen pour aller lancer un nouveau point de vente et s'adresser à des clients qui ne pouvaient pas toucher, en tout cas, parce qu'ils n'avaient pas de point de vente sur place. Mais du coup, si on y réfléchit, en fait, 100% des restaurants en France aujourd'hui sont des dark kitchen. Concrètement, plus personne ne peut venir manger dans les restaurants. Et du coup, pour nous, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, les restaurants n'ont pas d'autres alternatives, en fait. Et c'est aussi pour ça que parfois on nous dit... Mais du coup, ils sont demandeurs. Oui, du coup, ils sont demandeurs, mais ils sont aussi dans une détresse financière qui fait qu'ils sont aussi dépendants des plateformes aujourd'hui. Et une situation de dépendance, c'est bon pour personne. On le sait parce que du coup, ça peut inverser les relations de pouvoir et nous, c'est pas ce qu'on a envie d'être en fait. Donc on n'attend qu'une seule chose, c'est que les restaurateurs rouvrent. Et d'ailleurs, l'année dernière, quand les restaurateurs ont rouvert, tout le monde nous disait en interne, les collaborateurs étaient un peu flippés, disaient oui, quand les restaurants vont rouvrir, c'est fini, les clients vont plus commander. Mais non, mais ce marché-là de la livraison, il existait déjà avant. On va tous continuer à avoir la flemme parfois de sortir de chez soi. Qu'est-ce qui s'est passé en mai 2020 quand les restaurants ont rouvert? Écoute, on a eu une toute petite baisse, la semaine du 11 mai, mais après, ça a repris comme avant, quoi. C'est-à-dire que, regarde, c'est comme en ce moment, là, il fait beau. Ça y est, là, tout le monde se dit, c'est super, il fait beau, là, les gens, ils vont pique-niquer dehors, alors que bon. On enregistre le 31 mars, il fait 25 degrés depuis 3 jours et c'est magnifique. Là, il fait beau et les gens, forcément, moi, je le vois sur mes commandes, on a un petit peu moins de commandes en ce moment qu'on pouvait en avoir au cœur de l'hiver en février. Mais ce qui est sûr, c'est que ça, c'est une tendance qui fonctionne pendant 1 semaine ou 2 semaines parce que d'un seul coup, il fait beau, puis après, tu t'y fais et après, tu reprends tes habitudes de commande. Reprendre des habitudes. Alors j'ai plein de questions du coup. Reprendre tes habitudes, c'est intéressant ce que tu dis. Les usages ont évolué l'année dernière. Oui. Enfin, cette année en ce moment d'ailleurs. Qu'est-ce qui va rester ? Qu'est-ce qui va rester ? Ce qui va rester, c'est que le marché a pris 2 à 3 ans de maturité en 2020. Donc ce qui va rester, c'est ça, c'est-à-dire que le marché de la food delivery en France, il n'est pas encore arrivé à sa pleine maturité. On a encore les millennials qui sont chez leurs parents et ils sont nombreux, même ceux qui étaient peut-être dans leur studio, à être retournés chez leurs parents dans cette période-là. Ces consommateurs-là, c'est une habitude pour eux. C'est normal, c'est logique de commander en fait. Donc ce qui va rester, c'est ça, c'est ces usages qui ont changé cette année, des nouveaux clients qui se sont mis à la livraison, des clients peut-être plus âgés, des clients plus de familles aussi. Qui s'y sont mis, et je pense que quand on y goûte, c'est difficile de revenir en arrière. Enfin, on a tous connu, t'as des enfants, j'ai des enfants, le moment où tu sais pas ce que t'as envie de manger, t'as pas envie de faire à manger, ils sont là, ils ont faim. La livraison, c'est quand même hyper facile, quoi. T'en as pour tous les goûts, t'en as pour tout le monde, et généralement, ils sont ravis. Bah, une fois que tu t'es habitué à ça aussi, je trouve que ça devient facile. Donc ça, pour moi, ça va rester. Ce qui va rester aussi, c'est les usages des commandes sur les applications. Nous, on a vu une augmentation des usages sur les applications. C'est-à-dire qu'on voit les commandes web plus classiques, le site, qui baissent. Je pense que ça aussi, ça va rester. C'est-à-dire qu'on sait aussi qu'un client qui installe une application et qui a l'habitude de passer commande sur son app, comme on dit, va avoir tendance à commander davantage aussi. Donc ça aussi, ça va rester. Puis les restaurants, enfin bien évidemment, tu vois, tous les restaurants qui se sont mis à la livraison qui n'y étaient pas avant, je pense que ça a permis aussi de les convaincre que c'était quelque chose qui fonctionnait. Il y a beaucoup de restaurants un peu gourmets
qui n'avaient pas un type de cuisine fait pour la livraison, qui désormais, je pense, penseront leur carte avec une offre de livraison. J'ai eu pas mal d'exemples l'année dernière et même récemment encore sur ce sujet. Alors, soit des restaurants étoilés qui faisaient des livraisons, j'avais commandé en direct en l'occurrence, mais des livraisons de plats finis. Mais ce que j'ai vu et qui était beaucoup plus agréable en fait, c'était des restaurants étoilés qui faisaient des livraisons de plats presque finis. Il y avait juste à finir. C'était hyper intéressant et bon. Sur le sujet des dark kitchen, donc on soit clair, hein, c'est en gros une comment on appelle ça dans notre boîte, un laboratoire quoi en gros. Ouais, c'est ça, c'est un labo. Un labo, c'est un restaurant qui n'a pas de salle. Je pense à un autre copain de promo d'ailleurs qui se lance dans le domaine et qui aide des restaurateurs, futurs restaurateurs à ouvrir des dark kitchen. Je pense que c'est intéressant. Moi, j'ai toujours dit et toujours pensé, je crée des boîtes depuis toujours, que je trouve ça incroyablement simple par rapport à la restauration. Et je pense que le métier le plus dur du monde, l'un des métiers les plus durs du monde, en tout cas dans l'entrepreneuriat, c'est la restauration. Je me demande dans quelle mesure le Covid a permis une accélération de ces dark kitchen, cloud kitchen, de ces restaurants, de ces labos sans salle, ce qui est une bonne chose pour vous, parce que ça, vous les acteurs de la food delivery, parce que ça augmente l'offre, et ça réduit aussi les frictions peut-être à se lancer en tant que restaurateur, quelqu'un qui aime cuisiner. Alors je sais que je présume que quand on veut se lancer dans la restauration, c'est aussi parce qu'on aime le contact des gens et que c'est sympa de voir des gens qui dégustent en direct un plat qu'on a cuisiné. C'est aussi sympa simplement de cuisiner et ça, on enlève une partie du risque, on dérisque un peu le... Ouais, sans doute. Après, pour moi, on augmente aussi le risque dans le sens où on est dépendant d'un business de livraison qui aujourd'hui est opéré par différents acteurs. Donc après, on a aussi sans doute peut-être des dark kitchen qui commencent à opérer leur livraison directement. Et ça nécessite aussi un marketing très différent, parce que le restaurant qui est dans la rue va séduire aussi sa clientèle de quartier. On va passer devant, on va se dire tiens, ça a l'air sympa. Dark kitchen, il y a rien, donc il va falloir le concrétiser. Donc le concrétiser par une présence sur les réseaux sociaux, par le fait de travailler avec des plateformes aussi. C'est une nouvelle approche. C'est une nouvelle approche complètement différente. C'est une approche beaucoup plus entrepreneuriale, je pense, d'un point de vue marketing ou stratégie par rapport à la restauration classique. Alors je me pose une question, elle me vient là, mais de la même manière que le web, enfin avant les moteurs de recherche, il y avait des annuaires, puis il y a eu des moteurs de recherche, puis il y a eu du sponsoring dans les moteurs de recherche. Un resto peut se mettre en avant sur Just Eat ? Un restaurant peut acheter ce qu'on appelle chez nous du top rank. Ouais. Donc en gros, il va pouvoir faire une enchère sur une position qu'il achète sur notre site, effectivement. Une position, c'est quoi ? C'est pizza 4 fromages ? Non, une position, pardon, c'est une position dans l'ordre d'affichage. Mais sur une requête. Donc parmi les restos de taille, je vais... ouais, sur sa spécialité. Ouais. Sur sa spécialité, ok, c'est intéressant. Mais ça rejoint un peu d'ailleurs la question que j'avais qui venait ensuite. C'était parmi les conseils que tu pourrais donner aux restaurateurs. T'as dit tout à l'heure un truc, c'est une hérésie, les exclus. Pourquoi ? Ouais, pour moi, ça reste une hérésie dans le sens où ça crée encore une fois une situation de dépendance entre un restaurant et une plateforme. Moi, je déteste la situation de dépendance parce que je trouve que ça crée ce que je te disais, ça vient déformer les liens de pouvoir et je trouve que c'est pas ça. Et aujourd'hui en France, tu me parlais des types d'usage, tu me parlais de mon positionnement. Je pense que chaque plateforme a son propre positionnement et chaque plateforme séduit différents types d'utilisateurs. Donc pour un restaurant, aujourd'hui, pour moi, il faut qu'il travaille avec tous les acteurs. Parce qu'en fait, il va venir séduire différents types de clients. Nous, on essaye de s'adresser à tout le monde. Je ne sais pas après si on le fait bien. Chacun a sa stratégie d'acquisition client. Et elle fonctionne pour certaines cibles, elle ne fonctionne pas pour d'autres. Donc, il a tout intérêt à venir travailler avec un maximum d'acteurs pour pouvoir séduire différents clients et adresser différents clients. Il y a de l'overlap, mais il n'y en a pas tant que ça, c'est ça, entre les différentes plateformes ? Non, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Je sais pas combien de clients ont 3 applications sur leur téléphone, mais je suis pas sûre qu'il y en ait énormément. Les gens qui commandent chez nous aujourd'hui, en tout cas à Paris, Lyon et Bordeaux, sont des gens qui sont séduits aussi par notre proposition de livraison plus responsable et opérée par des livreurs salariés, pour qui c'est important, pour qui le service est important, pour qui la qualité de la livraison est importante. Et ces clients-là, ils sont pas sur les autres
plateforme. C'est intéressant cette dichotomie entre la bataille de l'offre et la bataille de l'app install en fait. J'imagine que c'est un sujet Oui, on suit crucial. Ça de près. C'est un sujet crucial, on suit ça de près. Effectivement, c'est entre autres l'une des manières qu'on a d'appréhender les différentes parts de marché. Ouais. Ok. Tu disais que les salles de resto, c'était quand même bien. Pour les vacances de février, je crois, je suis allé télétravailler en Alsace chez mon père. Et avec ma compagne, un jour, on sort à midi pour aller s'acheter un sandwich. Et on tombe sur un resto ouvert. Et on est rentré dans ce resto, une belle salle, une brasserie alsacienne, donc des boiseries, des serveurs, des tables, une belle odeur de poulet grillé, de sauce. Et je te jure, on est rentré dans ce resto, on avait nos masques, et je pense qu'on est resté coincé à l'entrée. Une grande salle, hein, il devait faire, je sais pas, une centaine de couverts sur une quarantaine de tables, un grand zinc magnifique. On est vraiment resté bouche bée à l'entrée derrière nos masques en disant mais qu'est-ce qui se passe quoi. Un serveur est venu nous voir en disant je peux vous aider. Ben oui, on veut bouffer. En fait, c'était un restaurant il y avait un grand chantier à côté, et c'est un restaurant qui était proposé uniquement pour les ouvriers du chantier. Il fallait une carte d'employé du bâtiment. Mais c'était bref, une cantine en fait. C'était une cantine, c'est ça, improvisé dans un resto à côté d'un grand lotissement. C'est la brasserie Fischer, je crois. Mais ça manque quand même une salle de resto. Bref, voilà, je referme l'anecdote. Tu es DG depuis peu, depuis la fin 2020. Ouais. J'aimerais un peu comprendre ton rôle en tant que DG et surtout l'enjeu de ce recrutement. Vous êtes passé de 80 à 200 personnes, vous serez bientôt dans les 250. Tu as une casquette en plus de DG de spokesperson. N'hésite pas à nous dire ce qui est toi ou enfin voilà, quel est ton retour d'expérience personnel ou celui que tu as avec ta casquette en tout cas de DG. Mais pour commencer par le recrutement, 220 personnes alors que vous avez fermé les bureaux. Pardon, 200 personnes, donc 120 recrutés en 2020 alors que vous avez fermé les bureaux en mars et qui viennent seulement de rouvrir. Ouais. C'est un enjeu incroyable. Ouais, ça a été compliqué. Il a fallu mettre en place beaucoup de process. On avait la chance d'être une entreprise déjà 100% digitale, j'ai envie de dire. On n'a pas eu les mêmes contraintes que d'autres boîtes où je me rappelle, enfin, je reviens en arrière là sur le mois de mars où je me souviens quand on a pris la décision, je me souviens c'était le 12 mars. De renvoyer tous les collaborateurs chez eux et de dire bon bah maintenant on va passer en home office. Je me rappelle avoir croisé dans le métro des gens qui avec des gros sacs, tu sais, version Lehman Brothers 2008. Ouais, qui partaient avec leur tour d'ordi, les grands écrans, les dossiers. On a un ministère juste à côté du bureau. Les gens ils partaient avec des valises. C'était flippant quoi. Bon nous on partait juste avec notre petit ordinateur hein, comme tous les soirs. Donc ça a été, j'ai envie de dire assez facile de se mettre en 100% télétravail. Ce qui a été plus dur, c'est l'organisation du travail qui va autour parce qu'on est une boîte assez jeune, on a une moyenne d'âge aux alentours de 30 ans, on a été labellisé Great Place to Work plusieurs années de suite, on a toujours eu, alors c'est un peu le cliché de la start-up, mais le baby-foot, la console, tout ça, enfin, on a toujours été dans cet esprit du faire ensemble, du célébrer ensemble, de rigoler ensemble. Et là, d'un seul coup, on se retrouvait tous chez nous, derrière notre ordinateur, chacun dans des situations de travail un peu différentes. Moi, j'ai souvenir de collaborateurs dont l'une faisait ses calls dans sa salle de bain, l'ordinateur posé sur la machine à laver, parce qu'elle avait son conjoint qui était dans le salon en call. Qui avait préempté le... J'en ai qui faisaient leur call sur leur balcon, alors c'était pratique, ils pouvaient fumer leur clope en les calls, mais ouais, ça a été un peu compliqué, mais pour le recrutement, du coup, ça a été pareil, parce que parfois, tu peux faire des visios pour rencontrer des candidats, mais ça, je sais pas, il y a un truc qui manque quand même, quoi. Ne serait-ce que la vision 3D des gens, quoi. Tu sais même pas quelle taille ils font, quoi. Je sais pas, tu t'es jamais fait. Si, je me suis retrouvé devant des nouveaux collaborateurs. Nous, on a recruté une dizaine de personnes l'année dernière. Je me suis retrouvé devant un mec qui faisait 3 têtes de plus que moi, alors que sur la visio, c'était pas évident. Bon. Alors, je suis pas bien grand, mais quand même. Non, on s'en fiche, ça n'a pas d'impact pour le recrutement, mais globalement, c'est hyper dur d'appréhender tout ça. Ouais. Donc, on a recruté beaucoup à distance. On a renforcé aussi nos équipes RH parce qu'il a fallu faire des onboarding. Du coup, c'est quoi l'onboarding de groupe? Qu'est-ce que vous avez mis en place qui peut être intéressant pour nos auditeurs? Ce qu'on a mis en place, des sessions d'onboarding groupées, donc rassemblées sur une journée, où en fait, on fait ce qu'on fait, une sorte de meet-up avec un
Un agenda qui est toujours le même. Le premier slot de 30 minutes, c'est moi qui le prends. Et en fait, je me présente à tous les collaborateurs. Et voilà, j'explique qui je suis, ce que j'ai fait et c'est quoi les enjeux de la boîte. Et puis, en fait, ça déroule ensuite avec tous les différents directeurs qui ont chacun leur petite présentation et qui viennent présenter l'intégralité de la boîte. L'avantage, c'est que au lieu de bloquer tout le monde, tous les directeurs une journée dans une salle, etc., chacun vient se connecter, en fait, sur le Google Meet pour sa partie, et puis ça permet à ses collaborateurs de pouvoir rencontrer tout le monde. Donc après, voilà, ça ne remplace pas un vrai contact. Tu les fais à quelle échéance? Parce que 120 personnes, on enlève où? On les a pas recrutés en une fois, les 120 personnes. Non, bien sûr, mais c'est quoi? C'est entre 10 et 15 par mois? Ouais, c'était de cet ordre-là, ouais. Donc tu fais tes onboarding, ces sessions, ces journées d'onboarding tous les 15 jours? Tous les 15 jours, ouais. Est-ce que du coup tu fais coïncider? Est-ce que tu peux arriver le jour 2 et avoir raté la session du 1 et tu dois attendre le 15 ou tu fais commencer tout le monde le 15? Non, en fait, parfois tu les fais commencer un petit peu avant et en fait tu les fais, puisque chacun après ses contraintes de démarrage. C'est pas forcément ton premier jour, c'est ça? Non, c'est pas forcément ton premier jour. On essaye après de les grouper sur la session la plus proche, en fait, pour avoir toutes les cartes, ce qui n'empêche pas qu'ils ont tous eu des contacts avec leurs managers ou leurs équipes avant. Donc certains arrivent en ayant déjà peut-être une semaine de boîte et pour certains, c'est leur premier jour. Ok. Donc ça c'est la session, la journée onboarding, hyper intéressant parce que tu arrives à centraliser sur une journée un peu le brainwash qu'on fait un nouvel employé. Tu fais des sessions follow-up? Je dis brainwash avec un grand sourire, on est d'accord. Oui, on est d'accord. L'onboarding dans l'ADN, la culture, les valeurs. Tu fais des follow-up ensuite à J+30 Il y a des follow-up, mais en fait, comme on a recruté des collaborateurs sur différents métiers, on a recruté ce qu'on appelle des sales admins, donc qui sont des gens qui viennent aider à la concrétisation des contrats qui ont été signés, par exemple. On a recruté des commerciaux, on a recruté des commerciaux terrain, on a recruté des commerciaux au téléphone, on a recruté des account managers, on a recruté des RH, on a recruté aussi des stagiaires. Comme on a une multiplicité des métiers, les follow-up ne sont pas forcément réalisés à la même échéance parce qu'il y a des follow-up métiers qui viennent à vérifier que le collaborateur est bien, qu'il a compris ce qu'il devait faire et que tout fonctionne bien. Et puis après, on a des follow-up RH. Je sais que ma RH a des follow-up avec mensuels, en tout cas avec tous les managers, ça c'est une certitude. Et avec chaque collaborateur, je pense qu'il y a un follow-up qui est fait à 30 jours ou à 2 mois, en tout cas. J'entendais une interview hier d'un ponte médical autour de la vaccination. Il a utilisé une expression qui était intéressante. Il disait on est fatigué d'être fatigué. Enfin, il y a un moment où on était tous fatigués du Covid, du travail, de plus avoir de soupape pour prendre l'air avec des collaborateurs, pour lâcher un peu de lest. Là, début 2021, on commence à être fatigué d'être fatigué, de devoir, voilà. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, sur ce plan-là? Alors, déjà, ce qu'on a mis en place en 2020, avant de mettre en place des choses début 2021, c'est qu'en 2020, on a cherché quand même à renforcer les liens avec les collaborateurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas gardé du tout les mêmes routines qu'on avait avant le Covid. Avant, on avait, par exemple, ce qu'on appelait un monthly all hands, qui était un meeting physique où tous les collaborateurs étaient présents. Et le DG et le comité de direction venaient présenter les enjeux, comment on avançait sur les différents projets, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on a passé sur une fréquence hebdo. Donc désormais, tous les vendredis matins, on a 1 heure avec tous les collaborateurs de la boîte. Donc voilà, on a 150, 200 personnes qui se connectent. L'avantage, c'est que c'est en visio, donc voilà. C'est plus facile pour ceux qui sont à distance. Hein. Ouais, c'est plus facile pour ceux qui sont à distance. Et toutes les semaines, ils ont un update sur où on en est dans les grands projets, comment ça avance, les différentes consignes, les infos clés RH qu'il faut suivre, etc. Donc toutes les semaines, on leur parle. Et c'est suivi d'une session de Q&A. Question-réponse. Ouais, on utilise un outil qui s'appelle Slido, qui permet à chacun de poser ses questions. On découvre les questions le moment venu et on y répond. Donc ça peut être des questions RH, ça peut être des questions sur des process en cours, ça peut être des questions sur des évolutions techniques. Et on adresse toutes les questions de tous les collaborateurs toutes les semaines dans une session de plénière, en fait. Et ensuite, on a créé... Obligatoire ? Non, alors il y a rien qui est obligatoire, mais la session est enregistrée, donc tout collaborateur qui peut pas venir se connecter à ce moment-là peut revoir le replay derrière qu'on vient poster. Et ensuite, on avait mis en place à l'époque des check-in et check-out par équipe, donc tout pour créer en fait une sorte de routine dans la journée, parce que quand tu arrives au bureau, tu as la routine de tu dis salut à tes collègues, tu te racontes la soirée de la veille, tu vas prendre un café, etc. Mais tout ça, ça n'existe pas, quoi.
Donc, on a créé aussi une routine avec un check-in et un check-out qu'on a fini par abandonner parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu lourdingue tous les matins à 9h30 de te connecter avec ton équipe pendant 5 minutes. Donc, au départ, c'était important Donc, pour créer check-in, check-out, c'est pas une action simplement de dire sur Slack, je suis arrivé. Non. Ah non, pas du tout. C'est un meeting. Non, c'était un meeting, en fait. On travaille avec Google, donc un meeting Google Meet où, en fait, tout par équipe, en fait, le manager et les équipes se connectaient et se disaient « Salut, ça va, t'as passé une bonne soirée, moi aujourd'hui je vais bosser là-dessus, ouais, etc. » Ouais. Une sorte de stand-up. Un daily stand-up, quoi. Ouais, c'était très sympa, mais à un moment donné, c'était un peu pesant aussi, quoi. Donc, on a fini par les abandonner progressivement. Il y a certains managers qui ont gardé ces routines, d'autres qui les ont abandonnées. Et puis, on a aussi cherché à créer des événements virtuels avec nos équipes. Donc, on a mis en place des séances de yoga, on a mis en place des séances de coach sportif, qui étaient des choses qui existaient déjà en présentiel, mais qu'on a passé en fait sur Zoom, qui permettent d'ailleurs, ce que je te disais quand on préparait là, à nos collaborateurs qui travaillent en province d'y participer, alors qu'avant ils se sentaient un petit peu exclus par tous ces dispositifs qui étaient plutôt prévus pour le siège. Le HoloLens que vous aviez en mensuel avant, où tu disais tout le monde était présent, qui se passe maintenant donc le vendredi matin pendant 1 heure, justement les employés qui étaient à distance, c'est quoi, c'est une trentaine sur les 200 ? Ouais, c'est une trentaine, ouais. Ils y participaient du coup ils y participaient en visio. Ouais, en visio. Ouais. Ça, Ils devaient perdre un petit peu de... Le présentiel, c'est quand même hyper intéressant, et puis il y a des choses qu'on entend moins bien, qu'on entend... Ouais. Nous, en fait, d'ailleurs, on a mis en place une reco, c'est que on fait plus de meetings mixtes, un peu tu vois, où tu as une partie des gens qui sont en présentiel et une autre partie à distance, parce qu'il y a des choses qui se perdent. Donc c'est soit full distance, même quand on est si on fait un meeting à 10 et qu'on est 3 dans les bureaux à Paris, on se met avec nos casques en visio quand même, plutôt que d'être dans la même salle. Donc ça, c'était pour 2020. Ouais. Voilà, donc on a mis en place plein de choses. On a fait aussi une soirée de Noël, une Christmas party virtuelle. Voilà. Nous, on avait l'habitude de partir en séminaire 2 années par an. On faisait beaucoup de soirées. 2 fois par an. Ouais. On faisait beaucoup de soirées. Et résultat, il a fallu qu'on soit un peu créatif sur comment est-ce que tu mets en place un événement pour 200 collaborateurs à distance. Donc voilà, on a fait une Xmas party virtuelle avec un magicien qui a fait du stand-up sur un iPad et tout. Okay. C'était assez sympa. Et là, effectivement, en 2021, t'as raison. Là, on en a tous marre, en fait, du télétravail. Donc, on a toujours, nous, fait le choix de sécuriser nos collaborateurs. Et du coup, en 2020, pour les sécuriser, c'était le télétravail. Et là, en 2021, pour les sécuriser, c'est la possibilité de revenir au bureau 1 journée par semaine. Pourquoi pour les sécuriser ? Parce que c'est un enjeu de santé mentale, en fait. Je pense qu'à un moment donné, à force d'être chez soi, en fait, tu focalises aussi vachement sur ce qui va pas, sur les problèmes. T'as du mal t'as pas cette petite soupape où tu peux te plaindre. Alors oui, tu peux te plaindre sur Slack, tu peux te faire un petit meeting avec des collègues, mais t'as pas ce côté, je sais pas, t'as eu un meeting un peu difficile avec quelqu'un, tu raccroches de ton meeting et tu peux en parler autour de toi à tes collègues. T'as plus en fait cette petite soupape de décompression. Et du coup, on leur a proposé de revenir depuis janvier sur la base du volontariat. Il y en a qui sont pas du tout revenus et on force absolument personne. C'est les plus jeunes qui reviennent, non ? Ouais, il y a un peu de tout. Après, je pense que le rapport au Covid est assez personnel. Et du coup, certains... je suis pas sûre que ce soit un rapport avec l'âge. Non, mais en fait, pardon, je dis ça, je me suis retourné pour regarder le bureau chez Cosa Vostra. On est 3-4 ici, en fait, c'est les plus vieux qui sont là. Je te posais la question pour la raison suivante. J'ai réalisé, je réalisais plutôt mon insight, c'était de me dire... moi j'adore ça me va très très bien de bosser à distance, et pourtant je viens tous les jours au bureau parce que j'aime bien voir du monde et puis j'aime bien être là, c'est ma boîte. Mais bref, je bosse facilement à distance et on en discutait avec des amis et je réalisais qu'en fait c'était souvent des parents avec enfants pour qui le coworking était, le télétravail était pas du tout un sujet, alors que pour des plus jeunes qui vivent seuls, sont chez eux dans des appartements souvent plus petits, ont besoin de, voilà. Mais c'est ironique parce qu'effectivement aujourd'hui chez Cosa Vostra en tout cas, il y a que des vieux. Donc non, mais on a tout type de profil. Et puis surtout, ça a été l'occasion pour des équipes qui ne s'étaient encore jamais rencontrées. Parce que quand tu viens de rejoindre une boîte, que tu fais tout à 120 personnes qui sont arrivées qui ne connaissent personne d'autre, quoi. Exactement. Ça a été l'occasion pour certaines équipes de se rencontrer physiquement pour la première fois, de rencontrer leur manager. Et depuis, j'avoue que... alors ça s'est
Ça s'est un petit peu calmé là depuis quelques semaines parce que on est quand même en confinement. Et on a maintenu cette possibilité juste un jour par semaine et on essaye d'être ferme là-dessus. Feuille de présence, enfin feuille de calendrier, présence, planning de présence. Planning de présence, inscription à l'avance. Avec une jauge. Avec une jauge, traçabilité pour savoir qui était présent, à quel moment, quel jour. C'est essentiel. Et puis ensuite, c'est gestes barrières constants. Hein. C'est-à-dire que même si ils sont tous assis en quinconce sur les open space, on maintient les masques. On a fait ceinture bretelle. On retient les masques uniquement pour le déjeuner. Déjeuner, il se trouve qu'on a désormais 3 étages, donc on a 3 grandes salles de pause. Donc on répartit aussi les pauses déj sur les 3 étages. Avec encore une fois une distanciation pour éviter quelques problèmes que ce soit quoi. Et on cherche à les sécuriser aussi donc. Quel enfer. Hein. Vivement la fin. On est le 31 mars, j'ai vu passer une notif disant Emmanuel Macron s'exprimera ce soir devant les Français. On est mercredi, vous écouterez cet épisode le vendredi 2 jours plus tard et quand vous l'écouterez, on aura les annonces de ce soir que je ne pressens pas très bonnes. Avec vos enfants à la maison. Profitez-en en famille. 80 à 200 avec 120 nouvelles personnes. Est-ce que l'organisation change ? En fait, je réalisais tout à l'heure quand j'y repensais, on avait déjà commencé à enregistrer, mais que nous, on a l'une des premières choses que j'ai faites, qu'on a faites avec mes associés l'été dernier, c'est de mettre en place une organisation un peu plus précise et moins informelle et organique que ce qu'on avait fait jusqu'à présent avec ce qu'on appelle du middle management. On a donné des responsabilités à des employés qui ne manageaient personne pour éviter de concentrer le management sur quelques personnes. Et mon point était qu'une fois que ça c'est en place, que ça tourne, qu'on a pris nos habitudes, nos rituels, grossir sera beaucoup plus facile, je pense. Quand vous étiez 80, est-ce que cette organisation était solide et suffisamment solide en tout cas pour accueillir les 100 suivantes, ou est-ce que ça s'est accompagné en plus d'une réorganisation de la boîte ? Alors non, bien évidemment, ça s'accompagne aussi d'une réorganisation de la boîte. Quand on recrute une centaine de collaborateurs, on recrute aussi des managers. Hein. Ils font partie de cette centaine de collaborateurs qui nous ont rejoints. On recrute des RH, puisque quand on a plus de gens à gérer, on a plus de problématiques à gérer. Bien évidemment, dans ces collaborateurs, on a des middle managers, on a aussi des directeurs qui nous rejoignent et qui vont nous rejoindre dans les prochaines semaines. C'est une organisation qui grossit, donc on peut pas adresser 80 personnes comme on en adresse 200, ça c'est une certitude. Et tu as raison, il faut des middle managers, il faut responsabiliser les managers parce que sinon c'est pas tenable. Enfin, une boîte ne tient pas que sur un directeur ou un comité de direction, c'est une certitude. Et alors comment tu fais ? Comment je fais ? Écoute. Alors déjà, toi, t'es passé DG félicitations. En plein milieu de cette période, en octobre. Tout à fait, ouais. En octobre, ouais. Raconte-moi un peu ta prise de poste et cette réorganisation et les liens que tu peux créer avec le management qui étaient avant des collègues. Des collègues, ouais, tout à fait. Écoute, moi, effectivement, ça fait 5 ans que je suis là. Les différents directeurs de mon comité de direction, je les connais bien parce que je travaillais avec eux avant. Écoute, c'est une prise de poste qui a pas été facile parce que, comme tu le sais, je suis rentrée de congé mat en mars l'année dernière, donc ça fait 1 an. Et c'est jamais évident entre le Covid, le travail à distance, les énormes projets qu'on a eus, parce qu'on a quand même fusionné avec Takeaway aussi, donc on a dû mettre en place un certain nombre de nouveaux process, de nouveaux outils. Ça a été une grosse phase de transition pour les équipes. Et du coup, j'ai beaucoup douté, hein, moi, sur le fait d'y aller ou de pas y aller, parce que je me suis dit, oh là là, j'ai déjà tellement de choses à faire personnellement, il y a tellement de changements qui arrivent, est-ce que je vais y arriver et comment vont percevoir les autres directeurs le fait que je devienne leur boss aussi. Enfin voilà, on est toujours un peu dans le doute. Et puis finalement, je pense, comme à chaque fois que je doute, en fait, j'y suis allée, et puis en fait, ça va. C'est pas si terrible que ça finalement. Les choses se font naturellement. On se connaît bien avec l'équipe de direction. Ça fait un moment qu'on bosse ensemble. On a traversé pas mal de choses ensemble. Mine de rien, traverser cette crise sanitaire tous ensemble aussi, ça nous soude. Traverser une fusion aussi, ça soude, hein, parce qu'il y a des choses qui changent. Donc il faut se les approprier, il faut avancer. Et puis faire grossir l'équipe, voir ce vers quoi on va aussi. On a plein de super projets chez Just Eat cette année. Enfin, le lancement de notre service de livraison opéré par des livreurs salariés, c'en est un, mais on en a d'autres. Et on voit que les choses bougent dans le bon sens.
Donc ça fédère aussi les équipes et les directeurs. J'ai un peu changé les rituels de management parce que précédemment, en fait, il y avait plus de country manager pendant quelques mois. Donc on s'était un peu autogéré sur un certain nombre de rituels. Donc on a réfléchi ensemble aussi à les faire évoluer. Je pense que je les referai évoluer aussi dans quelques mois, quelques semaines, au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux directeurs qui nous rejoignent aussi. Et effectivement, on a fait grossir cette équipe de direction. On est en train de la faire grossir. On est en train de répartir les périmètres différemment. On gère pas une équipe commerciale de 50 personnes comme on gère une équipe commerciale de 150 aussi. Donc, on est en train de revoir la manière de s'organiser. On aura davantage de directeurs avec des responsabilités qui sont davantage splittées et qui ne reposent plus juste sur une personne. Donc voilà, ça va encore changer aussi l'équilibre. Et après, c'est comme dans toute entreprise, quand tu grossis, tu fais rentrer plus de seniorité aussi, plus de managers pour encore mieux piloter ta stratégie. Tu dois jongler en plus, j'imagine, entre donc Just Eat, Takeaway et Côté. Ouais, tout à fait. Ouais. Basé aux Pays-Bas. Donc tu dois aussi jongler entre une certaine liberté locale et une direction globale. Oui, c'est tout à fait vrai. Surtout que chez Just Eat, initialement, on était plutôt organisé par pays, avec un management local assez fort en termes de prise de décision, et on va vers une centralisation, vers davantage de centralisation, ce qui est pas une surprise non plus. Je pense que quand on atteint certaines tailles d'entreprise, quand on parle de Just Eat Takeaway, on parle de 8000 collaborateurs, sans parler des 22 000 livreurs qui sont salariés par le groupe. Donc voilà, c'est énorme, c'est un mastodonte. Il faut trouver la meilleure manière de s'organiser aussi. Et tout en gérant de manière centrale des process, mais en conservant une couleur locale. Et je pense que l'un des principaux signaux, c'est surtout le fait par exemple, de créer ces rôles de country manager. À partir du moment où on a des patrons de pays, c'est qu'on va quand même vers le maintien d'une couleur locale dans ce qu'on fait. Et c'est important, on est d'accord, parce que les clients français sont des clients français, les restaurateurs français sont des restaurateurs français. On est français, on est fiers d'être français. Et on a des manières de consommer, des manières de fonctionner qui ne sont pas les mêmes qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas ou en Italie, par exemple. S'ajoute à cette prise de poste l'enjeu du pilotage à distance, mais pas en présentiel. J'imagine que ça n'a pas dû être facile. Y a qui dans ton que dire ? Combien de personnes ? Aujourd'hui, on est 6 et on sera une dizaine demain. Donc les fonctions changent aussi. Il y a des choses qui sont en train de se centraliser, mais qui vont rester au CODIR, même s'ils ne me reporteront pas forcément, parce que c'est important d'avoir toutes les fonctions qui travaillent autour de la table pour faire bouger un pays. Ok, intéressant. Pour ouvrir et finir cet entretien, j'aimerais un peu comprendre quels sont tes enjeux sur donc tu es DG là depuis 6 mois bientôt. Les enjeux pour la boîte à 1 an, à 5 ans. Alors les enjeux, c'est continuer à déployer notre service de livraison salarié. C'est l'enjeu principal. Aujourd'hui, on a décidé de se positionner sur ce segment, on l'a annoncé, on s'est engagé à recruter 4500 livreurs, donc on va y aller, on va y arriver, on en a déjà 1200, c'est ce que je disais. Là, on a Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, on a d'autres villes qui sont prévues, je peux pas te livrer là, parce que voilà, on les livrera au fur et à mesure. C'est le secret de cuisine. Un petit peu, ouais. On a prévu d'être présent dans une 30aine de villes avec ce modèle. Donc voilà, attendez-vous à voir davantage de livreurs en orange et en vélo électrique dans les rues de vos villes en 2021. Et puis ensuite, c'est continuer à proposer davantage d'offres de restauration à nos clients. Donc voilà, on a des restaurateurs qui nous rejoignent toutes les semaines, tous les jours. On va continuer à investir là-dedans. Ce que je te disais, on a fait grossir nos équipes commerciales, donc on continue à faire progresser ce chiffre. En 2020, c'est 4000 nouveaux restaurateurs qui nous ont rejoints. On espère en avoir encore davantage qui nous rejoignent. 4000 sur les 15 000 actuels, c'est ça ? 4000 sur les 15 000 actuels, ouais. Okay. Donc voilà, sachant que sur les 15 000 actuels, on en a déjà aussi beaucoup qui nous ont rejoints là entre le mois de décembre et aujourd'hui. C'est un chiffre qu'on va continuer à faire progresser. On sait qu'on est un petit peu en deçà des offres que peuvent proposer les autres acteurs, donc on cherche aussi à étoffer ça.
Et puis le volet humain aussi, ce que je te disais dans l'accompagnement des restaurateurs, on recrute aussi des gestionnaires de compte, donc ce qu'on appelle chez nous des account managers, pour venir aider les restaurateurs aussi sur le terrain. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et puis voilà, on a l'Euro qui arrive, notre partenariat avec l'UEFA, on va voir aussi ce que ça donne. En tout cas, on est là, on est bien là en 2021 et on compte être toujours là, encore plus fort en fin d'année. Formidable, merci infiniment Mélène. Les livreurs en orange, j'y pense là, mais vous avez fait un partenariat avec Lupin, la série ? Ouais. C'était des livreurs Just Eat, non Alors, il n'y avait pas écrit Just Eat, mais ouais, c'est ça, c'était des livreurs en orange. Merci infiniment, c'était passionnant et merci à vous tous, chers auditeurs, d'être toujours aussi présents. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci Laurent. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.